Bienvenue Bernard dans le dispositif des chercheurs de balises. C'est en ces termes que je fus accueilli sur le récepteur de Boris par le président de l'Adrasec 73, situé loin de là, alors que nous venions de nous rencontrer à Montmélian en Savoie. Ce 30 mai 2009, un exercice de recherche de balises de détresse était programmé. Il faut savoir que les avions disposent de balises qui se déclenchent automatiquement ou manuellement en cas d'accident. Et dans ce cas, il faut repérer rapidement le signal pour localiser l'avion par un principe de triangulation. Depuis 2009, de nouvelles balises et process ont vu le jour grâce au positionnement par GPS. Elles fournissent diverses données utiles sous réserve qu'elles aient pu être activées automatiquement ou manuellement et soient accessibles au réseau. Ces exercices de recherche de balises se déroulent une fois par mois dans cette association départementale de Savoie, lesquelles dépendent de la sécurité civile. Ce dispositif de sauvetage aéroterrestre, SATER, est mis en place systématiquement en situation réelle ou à chaque déclenchement de balise suite à un crash d'avion, mais aussi d'une façon inutile lorsqu'un vol n'a pas été signalé comme clôturé. Depuis 2009, il y a donc eu des modifications, mais le principe reste le même. C'est ce protocole que je vous propose de découvrir. Voici comment se déroule une recherche lorsqu'un signal de détresse est émis sur Terre. Les balises émettent un signal modulé très reconnaissable sur la fréquence spécifique de 121,5 MHz. En fait, cela ressemble à un battement de cœur fœtal comme on les entend au Doppler dans les salles d'échographie ou d'accouchement. Ce signal apparaît plutôt sympa et symbolique, mais un peu lancinant au cours des quelques quarts d'heure ou heures qui vont s'écouler jusqu'à la découverte de la balise. Dans la réalité, une balise déclenchée signifie en fait, jusqu'à preuve du contraire, un avion accidenté et des victimes potentielles. Donc nous ne sommes pas dans l'abstraction, mais hors de ces exercices, nous sommes dans une réalité cruelle ou d'espoir. La balise émet dans toutes les directions et elle peut donc être entendue avec des récepteurs réglés sur la fréquence émise. Il faut savoir que des obstacles, la distance et certaines conditions atmosphériques peuvent perturber la réception, bien entendu. Le son entendu au plus fort indique donc la direction de la balise. Avec 2 ou 3 détecteurs et par approche successive, le point devient plus précis, tel est donc le principe. Pour les exercices, une balise modifiée émet sur une fréquence quelque peu différente de l'officiel, bien sûr. À 5h35 UTC, l'un des membres de l'Adrasec, à l'insu des 12 participants radioamateurs, a déposé une balise à un endroit qu'il était le seul à connaître. Elle est de couleur orange, de la taille d'un gros pack de jus de fruits avec une antenne d'environ 35 cm de long qui se déplie comme un bout de mètre ruban. Qui déclenche les recherches? Comme cela a changé depuis 2009, on va faire l'impasse là-dessus, c'est un autre sujet. A noter que de nombreux radioamateurs veillent aussi systématiquement 24 heures sur 24 pour être avertis dès les premières secondes du déclenchement qui pourrait se faire dans leur zone d'écoute. Ils modifient et ou améliorent aussi leur matériel en conséquence au fur et à mesure. Mais qui sont les chercheurs et découvreurs de balises? En fait, ce sont des radioamateurs qui mettent bénévolement leurs compétences et leur générosité au service des autres. On les estimait en 2009 à une quinzaine de personnes par département et 1700 en France. Ils intervenaient dans 9 à 20 interventions par an. L'équipe que j'ai suivie ce matin est aussi variée au niveau des tranches d'âge, de 20 à 73 ans, qu'au niveau des qualifications professionnelles actuelles ou anciennes. Relié par talkie-walkie à la voiture de Boris, juste devant, je vais le suivre en écoutant aussi sur mon récepteur les conversations techniques entre les membres et le PC. Pour voir s'ils entendent la balise. Ouais, vas-y Olivier, puis après je reprendrai Régis. Ok, c'est Bravo Victor Oscar Mobile qui reprend. Écoute négative depuis le QRA jusqu'à la position que je t'ai donnée. Hein. Donc écoute négative en écoute permanente sur tout le... C'est dans une zone d'environ 50 km par 50 km que vont se dérouler les recherches. Les participants étant domiciliés au sein des diverses vallées, seules quelques équipes entendent l'émission rapidement, alors que pour d'autres, tout reste muet. Le président, Patrick, dont la voiture est reconnaissable par un nombre conséquent de petites antennes, je découvrirai tout cela au final, se positionne sur un point haut et oriente les équipes vers les zones de plus forte écoute. Il note ainsi toutes les données de mesure qu'il reçoit, les transcrit sur une feuille ad hoc, puis les transfère sur son ordinateur équipé de 2 applications, l'une concernant la main courante et l'autre la cartographie. Ainsi, roulant derrière Boris, nous sillonnons les petites routes de montagne au sud-est de Chambéry.
La balise est actuellement pour nous inaudible. Puis en changeant de vallée, sur demande de Patrick, nous l'entendons d'abord bien faiblement, cette balise. C'est le début de notre participation aux recherches. Toutes les 10 minutes environ, nous nous arrêtons, Boris sort son récepteur et son antenne, il la dirige dans les diverses directions en variant aussi l'orientation des brins, verticalement, obliquement et horizontalement. C'est pénible, les clôtures électriques, t'entends? Ah ouais, effectivement, ouais. Il transmet alors au PC sa position et l'orientation avec sa boussole en fonction du signal le plus fort. 5, 41, 31. Ces données donnent lieu à de nouvelles directives quant à la route à suivre. Très rapidement, trop rapidement, une équipe a déjà déterminé l'emplacement exact. Ah, c'est allé trop vite. C'est remarquable en termes d'efficacité, mais cela ne m'a pas permis de voir l'évolution d'une recherche plus compliquée. Patrick, prévenu de cette mini-frustration, ne répercute donc pas les données finales, mais laisse toutes les équipes continuer l'approche progressive. En chemin, nous retrouvons Jacques, Régis et Olivier avec leurs équipements originaux, pour un néophyte comme moi, et je suis étonné de l'hétérogénéité totale des équipements de réception, bien souvent recomposés ou adaptés par ces radios amateurs. Cela ne gâche rien au plaisir de ma découverte, bien au contraire. Des antennes de toutes les formes et de toutes les longueurs sont utilisées jusqu'à plusieurs mètres de long. Certaines ressemblent à un collier métallique de descente de gouttière, d'autres à une antenne de télévision, d'autres à un cerf-volant, sans oublier celle qui ressemble à une triple baguette de sourcier ou de sorcier. Quant à l'antenne décamétrique, elle est composée d'une grande canne à pêche qui, pour quelques dizaines d'euros en sus du statif, s'avère bien performante. Voiture spacieuse recommandée. Ces exercices permettent aussi à ces techniciens créatifs de tester, confronter l'efficacité et la sensibilité de leurs divers équipements. Cela leur donne souvent un petit côté professeur tournesol fort sympathique. Nous poursuivons ensemble et le petit manège continue. Arrêt des véhicules, sortie des équipements, recherche des directions de plus forte écoute, choix de telle ou telle direction, car ici les montagnes font écho, et il y a de faux positifs. C'est remonté par Saint-Pierre? Non, négatif, hein, pas par Saint-Pierre, par le col dont on parlait l'autre jour, là, qui donne sur le lac de la Tuile après au sommet. Nous verrons d'ailleurs sur la carte finale les divers errements. Ainsi, de route en chemin, d'asphalte en passage raviné, de consignes en consignes, au gré des mesures et des rencontres, nous approchons du but. Un dernier chemin bien caillouteux où les 4x4 se régalent et nous approchons de la zone théorique du crash. À ce stade, un avion ne passerait pas inaperçu, mais dans cette zone forestière et rocheuse, la balise peut se trouver n'importe où au sein d'une zone de quelques centaines de mètres carrés. Le signal est maintenant intense, mais se réfléchit aussi contre les voitures entraînant de faux positifs. Et là, nos radioamateurs aux qualités très professionnelles vont ruser avec la technologie. La balise émet sur 121.5, qu'à cela ne tienne, ils vont déplacer un peu la fréquence d'écoute en s'éloignant de cette fréquence nominale. En descendant progressivement vers 118 MHz, le son s'affaiblit et l'antenne dirigée vers les alentours permet de déterminer plus précisément le lieu qu'a choisi Robert quelques heures plus tôt. D'ailleurs, notre camoufleur de balise est confortablement installé sur un fauteuil pliant et nous envoie quelques sympathiques boutades. Recherche de balises à l'exercice n'est pas synonyme d'austérité, bien au contraire, mais de grande convivialité. En situation réelle, l'ambiance est toute différente, bien sûr. Cet exercice a mobilisé 12 personnes pendant 8 heures avec 9 véhicules, lesquels ont parcouru 1350 km. En conclusion, saluons ces techniciens bénévoles, souvent sapeurs-pompiers, émérites, et à l'attention des pilotes et en anglais, fly safe, autrement dit, voler prudemment et en sécurité.